Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir pour ce 51e webinaire mensuel qui ce mois-ci a pour thème Cap vers de nouveaux modèles pour se nourrir durablement. Nous avons le plaisir de co-animer ce webinaire avec l'Union nationale des CPE, la Fondation GRDF et donc moi-même au nom du réseau des catalyseurs territoriaux. Pour vous rappeler notre cheminement, cette question sur les modèles socio-économiques, leurs enjeux et leurs défis pour une connaissance partagée est liée au fait qu'aujourd'hui, face à la transformation actuelle, tous les modèles socio-économiques de toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, sont actuellement en questionnement. Et dans le cadre d'une mission ministérielle pour accélérer les alliances stratégiques, depuis 2020, la DJEVA, la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, et le rameau copilotent le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général avec trois objectifs: partager une culture commune de la diversité des modèles socio-économiques et particulièrement une connaissance des modèles d'intérêt général, permettre à chacun de se repérer et de se positionner dans la diversité des modèles, et puis apprendre collectivement à piloter la complexité des trajectoires socio-économiques pour qu'elles soient plus durables et inclusives. Je rappelle qu'avec la ministre de la Jeunesse et de la Vie associative a été lancée en 2023 la plateforme Trajectoire socio-économique qui capitalise 15 ans de travaux collectifs pour valoriser les pratiques émergentes et développer les compétences qui permettent de pérenniser la diversité des modèles d'intérêt général. Donc ce cheminement collectif capitalisé pour partager les connaissances s'est traduit de façon extrêmement concrète par un temps de partage tous les jeudis, les troisièmes jeudis du mois, de 13h à 14h30 pour animer cette connaissance et valoriser la diversité des modèles socio-économiques. Ceux qui seraient intéressés par l'historique de ce cheminement, les 50 replays et synthèses des webinaires mensuels sont disponibles, bien évidemment, sur la plateforme Trajectoire socio-économique, ainsi qu'une soixantaine d'exemples inspirants qui ont été extraits de ces webinaires pour être décryptés et mis au sein de la base Impact Alliance, où vous retrouvez plus de 1000 exemples inspirants de la diversité de ce que nos associations, nos entreprises, nos fondations, nos collectivités territoriales, nos institutions et nos acteurs académiques font en termes de nouveaux modèles. Alors, cette année, le thème est impact et trajectoire socio-économique au travers d'un regard croisé des modèles socio-économiques dans les nouveaux équilibres qu'ils peuvent apporter. Et avec deux prismes selon les mois. Certains mois, pardon, nous avons l'angle de la performance des acteurs et des actions d'intérêt général. Nous allons plutôt centrer sur la spécificité de ces modèles des acteurs d'intérêt général. Et d'autres mois, comme ce mois-ci, nous nous centrons et concentrons sur la performance des écosystèmes territoriaux. Autrement dit, non plus sur le modèle économique d'un acteur, mais bien de l'ensemble des acteurs d'un territoire. Comment font-ils finalement résonner économie et intérêt général au sens de leur territoire pour territorialiser les transitions et faire émerger des réponses au plus près du premier kilomètre des besoins. Et donc, 4 fois dans l'année, il s'agit de regarder non plus acteur par acteur, mais la diversité des écosystèmes territoriaux. Et ces webinaires sont alors animés par le réseau des 350 catalyseurs territoriaux qui, partout en France métropolitaine et ultramarine, animent localement les partenariats entre associations, entreprises et collectivités territoriales. Ce double regard, celui des organisations d'intérêt général et celui des projets de territoire qui mobilisent l'ensemble des profils d'acteurs, nous permettent de montrer très concrètement comment aujourd'hui nous pouvons articuler impact d'intérêt général et trajectoire socio-économique durable et performante. Alors,
au contenu de ce webinaire. Nous avons toujours, pour ceux qui sont les habitués de ces webinaires, des contenus assez gourmands, mais je dois dire peut-être encore plus gourmands vu le thème que nous avons choisi, puisqu'il s'agit de regarder finalement la territorialisation des solutions pour une alimentation durable et inclusive. Et nous aurons une mise en perspective d'abord par l'UNCPE pour nous en parler, et puis un retour d'expérience extrêmement intéressant à partir de la métropole d'Orléans. Nous verrons que son ancienne directrice générale adjointe en charge de l'attractivité et du développement territorial nous explicitera la diversité pour une collectivité territoriale d'appréhender cette question de façon extrêmement concrète sur un territoire. Et puis ensuite, nous verrons comment expérimenter en commun, quels enseignements tirés d'une expérimentation sur la transition agroécologique et alimentaire à l'initiative de la fondation GRDF qui anime aujourd'hui un collectif de fondations et d'acteurs mobilisés sur cette dynamique. Et nous aurons le plaisir d'accueillir la fondation Avril et le cabinet Terre d'Avance aux côtés de la fondation GRDF pour nous expliciter comment cheminer ensemble avec et à travers l'expression de 3 territoires qui ont été choisis pour expérimenter en commun. Et puis ensuite, Armelle de Roton nous explicitera le cycle de l'ODD 17 en pratique, de ce mois d'octobre dédié à l'alimentaire, de la fourche à la fourchette. Et nous aurons le plaisir d'accueillir 2 acteurs extrêmement innovants ce mois-ci en matière de nouveaux modèles économiques. Nous aurons la chance d'écouter le Conseil régional Grand Est qui expérimente un nouvel format de formation aux nouveaux modèles socio-économiques. Et puis, vous aurez la fraîcheur des étudiants de l'ETUA, du Master 2 Territoire, Attractivité et Création, qui, la semaine dernière, pas plus tard que samedi dernier, ont mis en mouvement le corps en mouvement de Tous au mur et ils viendront nous parler de l'événement L'Étendard, puisque vous l'aurez compris, nous allons non seulement réfléchir comment nourrir durablement le corps à travers l'alimentation durable, mais aussi, bien évidemment, à travers ces travaux communs, l'esprit, puisque, bien évidemment, la culture, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, la culture est à l'esprit ce que l'agriculture est au corps. Et donc, sans plus attendre, mon cher Ludovic Serin, vous êtes chargé de mission de l'Union nationale des CPE et j'allais presque dire un grand habitué de ces webinaires puisque c'est avec l'UNCPE que les premiers travaux de capitalisation dès 2012 ont été mis en place, une première plateforme en 2016 et puis bien évidemment dans le comité de pilotage depuis la création de la plateforme Trajectoire socio-économique en commun. Mais nous sommes là, mon cher Ludovic, pour parler de cette question de la territorialisation des transitions et plus particulièrement de la territorialisation des transitions alimentaires. Que pouvez-vous nous en dire? Merci beaucoup, Charles Benoît, de cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une première intervention, cadrer un petit peu le sujet, vous partager une expérience qu'on a vécue au sein du réseau des CPIE sur comment est-ce qu'on peut faire des transitions agroalimentaires sur les territoires. Qu'est-ce qu'on observe aussi sur ce champ-là. Donc, voilà, je ne vais pas avoir la prétention de tout vous introduire. Il y a des acteurs aussi autour de cette visioconférence qui sont très experts du sujet alimentation et agriculture sur les territoires. Je vais vous partager plutôt notre expérience, nous, en tant que réseau associatif de l'environnement. Donc CPIE, Centre permanent d'initiative pour l'environnement, quelques mots très rapides. C'est un réseau qui a plus de 50 ans. C'est un réseau d'associations qui sont territoriales, c'est-à-dire que ce sont des associations qui sont sur un territoire et qui agissent pour ce territoire-là. Donc vous avez les petits points sous les yeux, il y a 78 associations qui sont globalement en France métropole avec 3 qui sont en Corse, et puis on a un à Mayotte et un à La Réunion. Voilà, ces associations, elles ont vraiment pour vocation d'être ancrées sur le territoire. Et c'est ce qui va jouer aussi sur comment est-ce qu'on conçoit l'action en tant que réseau. Donc, on a eu 3 périodes d'évolution, si vous pouvez passer à la diapo suivante.
Quand on a été créé au début, il y a 50 ans, on a été un réseau qui avons travaillé plutôt sur une approche assez individuelle du sujet de l'environnement, c'est-à-dire que c'était plutôt l'éducation environnement. Il fallait créer l'éducation environnement, il fallait expliquer aux gens l'importance des questions environnementales et de l'impact qu'ils pouvaient avoir sur la question de l'environnement. À partir des années 90, on a évolué pour être un réseau qui a été plus sur des approches collectives du sujet, c'est-à-dire c'est le début où commence à y avoir des projets qui sont multi-acteurs, qui commencent à impliquer plusieurs acteurs. Et en tant que nous, CPIE, un acteur du territoire, ancré sur le territoire, qui a un lien avec les acteurs du territoire, on a été particulièrement en appui des collectivités publiques sur la mise en œuvre de projets qui concernaient des acteurs multiples du territoire et les collectivités publiques, donc qui se créent aussi en intercommunalité à ce moment-là. Les intercommunalités sont nées dans les années 90 récupérer des compétences sur l'environnement sans en avoir forcément des agents qui étaient vraiment formés pour ça. Donc les CPI ont été beaucoup contributeurs en appui de toutes ces dynamiques de projets territoriaux. Depuis quelques années, 5 ans maintenant dans nos réseaux, on est dans un nouveau projet qui est être un acteur, un réseau facilitateur de l'action commune. Donc là, on est plutôt sur une approche où on travaille à ce que les acteurs du territoire, de par un esprit de co-construction, d'aller chercher les acteurs et d'avoir du lien avec les acteurs du territoire, on incarne un sentiment de co-responsabilité dans l'action. C'est-à-dire que dans le collectif, en général, les responsabilités sont un petit peu partagées entre les acteurs. Et là, en fait, la responsabilité, tout le monde se sent totalement responsable de l'action globale qui est faite sur le territoire sur les questions de l'environnement. Donc ça, c'est une ambition d'aujourd'hui qui est incarnée par une nouvelle charte du réseau qui a été adoptée en juin 2024. Et ça explique aussi pourquoi, dans ce que je vais vous décrire sur les questions de transition agroalimentaire, on part de ces sujets de facilitation de l'action commune. Alors, on a un réseau, si on passe à la diapo suivante, on travaille sur des questions d'environnement et vous voyez que si la biodiversité, c'est un axe très fort dans le réseau, l'alimentation n'est pas un reste, c'est un axe également extrêmement important parce que c'est aussi un sujet par lequel on peut toucher à plein d'approches sur les questions d'environnement. Vous voyez même qu'il y a l'eau après, mais l'eau, eau et alimentation, c'est aussi cité. Et donc, je vais passer sur la diapo suivante rapidement sur qu'est-ce que c'est quand on parle de la question de l'alimentation. L'alimentation, vous le voyez, les mots-clés, qu'est-ce que ça veut dire, les enjeux qui sont liés à l'alimentation. En fait, c'est quand on travaille sur l'alimentation, bah, c'est des choses qui vont toucher à la question de la santé globale, santé de la société, santé des personnes, santé de la planète, etc. Et en fait, quand on travaille sur l'alimentation, c'est des questions de climat qu'il y a derrière. En France, 25% des gaz à effet de serre qui sont émis sont liés à l'alimentation. Donc voilà, il y a une problématique assez forte sur la question du climat. La question des déchets également. Il y a 129 kilos de déchets qui sont jetés par personne et par an. 129 kilos sont des déchets alimentaires. En France également. Donc voilà, donc c'est également un enjeu extrêmement important. L'alimentation, c'est aussi forcément un sujet sur les questions de biodiversité, de par notamment les pratiques agricoles qui sont faites, l'impact qu'il peut y avoir sur les territoires, les types d'agriculture qui peuvent être produites sur les territoires. Voilà, tout ça, ça joue sur les questions de biodiversité. Nutrition qu'on peut lier aux questions de santé. La nutrition, donc c'est forcément un enjeu qui est lié à l'alimentation, c'est comment on se nourrit et la santé qu'il y a derrière. Et le coût de la mauvaise alimentation a été estimé il y a quelques temps, assez récent, à 125 milliards d'euros par an en France. Voilà, en termes d'impact sur le système de santé lié à une mauvaise nutrition ou une nutrition de mauvaise qualité. Ce n'est pas forcément une nutrition de mauvaise quantité, mais plutôt de mauvaise qualité aussi. Il y a un impact sur les questions des ressources naturelles, comme vous l'imaginez, puisque produire tout ce qui est lié à l'alimentation, bah, c'est forcément des terres agricoles qui sont nécessaires pour produire, c'est aussi de l'eau qui est nécessaire pour produire, etc. Donc il y a un sujet sur les ressources naturelles, également sur les questions d'énergie derrière. Ben, on a aussi besoin de pétrole en général pour faire tourner les tracteurs, tout du moins les machines. Et puis, voilà. Et puis un sujet aussi sur les questions de conditions de vie des producteurs qui n'est pas non plus à minimiser. Vous savez bien qu'il y a eu des mobilisations, il y a toujours même des mobilisations importantes du monde agricole, notamment sur des questions de cadre de vie, de rémunération, etc. Donc si on passe ensuite à la diapo suivante, quand on veut travailler sur l'alimentation durable, quelque part, ben, ça veut dire quoi? On fait face à quoi quand on veut travailler sur l'alimentation durable? Eh bien, engager la société dans l'alimentation durable, c'est travailler sur des questions de justice sociale,
Donc, c'est notamment l'accès à ces questions d'alimentation saine, durable pour tout le monde sur un territoire. C'est donc aussi travailler, ça a un lien avec un sujet de santé, comme vous l'imaginez, je vous ai dit tout à l'heure, sur la question d'alimentation. C'est forcément un lien avec la question de l'environnement, de par les questions liées à l'agriculture, sa présence sur les territoires, la façon dont aussi l'agriculture est un marqueur du paysage, mais aussi la façon dont elle peut être produite qui a un impact sur l'environnement. On peut y ajouter les questions de paix, puisque on voit bien qu'au niveau, pas forcément national, mais au moins international, la question de l'alimentation peut être un facteur de tension, voire de guerre entre des pays. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est lié aux générations futures, permettre un épanouissement des générations futures. Donc, en fait, l'alimentation durable, c'est travailler, enfin, voilà, ça concerne trois axes principaux, des questions de démocratie, de solidarité et d'agroécologie. Donc après, à partir de maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour avancer sur ce sujet sur un territoire? Et là, je vais vous parler effectivement de cette recherche participative. Donc c'est un programme de recherche participative qui a été lauréat d'un appel à projet qui s'appelle CO3, financé par l'ADEME. Alimentation générale, donc vers une alimentation générale qualifiée par l'action commune. On a mené ce travail de 2021 à 2024 en partenariat avec INRAE et l'association Sol et Civilisation. Et on avait une question de recherche qui nous a réunis. Si on passe à la diapo suivante, la question de recherche, elle était comment faciliter et accélérer les transitions des systèmes agricoles et alimentaires territoriaux. Donc là, on est vraiment sur un territoire, on veut faire de l'alimentation durable, on veut des systèmes agricoles et alimentaires qui soient plus durables, mais comment est-ce qu'on fait ces transitions? Comment est-ce qu'on les amène? Et ça a amené vraiment à deux approches, enfin deux champs ont été explorés, la question des postures, c'est-à-dire comment on les amène, c'est aussi qui peut les amener, comment concrètement est-ce qu'on peut amener ces transitions sur un rôle aussi, enfin, des gens, qui peut les faciliter ces transitions. Et puis ensuite, la question de la gouvernance, forcément, c'est comment le territoire est organisé, comment les acteurs sont organisés autour de ces questions de transition agricole et alimentaire. Et en étant organisé autour de ça, c'est quoi les leviers ou les freins potentiels qu'il peut y avoir. Enfin, voilà. C'est comme ça qu'on avait abordé le sujet et on y a travaillé avec la contribution de 6 CPIE. Donc si vous passez, voilà, là vous avez sous les yeux, je ne vais pas m'étendre longtemps dessus, mais vous voyez la situation des 6 CPIE. Et je vais passer sur la diapo suivante pour vous donner quelques caractéristiques de ces 6 CPIE et des territoires qui étaient concernés par ce travail. Donc, c'est un travail de recherche participative, c'est-à-dire que c'est vraiment des travaux qui ont été menés avec les CPIE. Les CPIE n'ont pas été qu'un terrain d'observation, ils ont été contributeurs des questions de recherche qui ont été posées et d'affiner cette question entre la posture et la gouvernance. Donc, si vous... on peut commencer par CPIE Pays de Morlaix-Trégor, c'est le Finistère Nord. Là, c'est un CPIE qui est donc c'est un territoire déjà qui est très agricole, avec beaucoup de présence de l'industrie agroalimentaire, plutôt un territoire assez favorisé en termes sociologiques. Et c'est un CPIE qui a toujours essayé d'impulser un PAT, qui a beaucoup travaillé sur la restauration collective, qui a été très acteur sur des paniers solidaires, notamment sur un volet social, un circuit court. Et voilà, donc ça c'est pour vous donner cette caractéristique-là. Au CPIE des Pays creusois, donc dans le centre de la France, là on est sur un territoire très très rural, plutôt défavorisé en termes sociologiques, un taux de pauvreté important. Et on a un CPIE qui, lui, a été un acteur extrêmement important pour la construction du PAT. Je n'ai pas dit ce que c'était le projet alimentaire territorial, c'est une politique publique. Donc la construction du PAT pour le territoire, avec aussi une légitimité extrêmement forte sur les questions de restauration collective. Le CPE du Ride et de l'Alsace centrale en Alsace, là, c'est aussi un territoire qui est très diversifié, tant en termes d'agriculture, en termes de niveau de richesse, en termes de densité de population, extrêmement voilà, varié sur plein de champs d'approche. Et ce CPE-là, lui, il a une légitimité en tant qu'un CPE qui porte le PAT avec le PETR de l'Interco sur lequel il est implanté. Et il a beaucoup travaillé sur des questions liées au foncier. Il a créé une légumerie avec des agriculteurs et des collectivités, etc. Le CPE Bassin de Thau à l'Hérault, alors depuis il a changé de nom, il s'appelle Littoral Basque si vous recherchez sur Internet. Ce CPE, là on est sur un territoire, l'Hérault, vers 7, très urbanisé, très peu de foncier agricole, un niveau de pauvreté extrêmement, plutôt est plus élevé que les chiffres nationaux. Et là, c'est un CPIE qui, depuis près de 20 ans, a créé un circuit court avec des productions du territoire qui sont autour du maraîchage, de la pêche, de la conchyliculture, etc. Et qui est un grand succès avec des milliers de personnes qui en bénéficient sur le territoire.
donc une légitimité citoyenne extrêmement forte. Le CPE Serre Bocage, c'est en Vendée. On est sur un territoire également agricole, très industrie agroalimentaire extrêmement présente, plutôt socialement favorisée. Et là-dessus, on est sur un CPIE qui a une grande légitimité en ayant accompagné des collectivités à mettre en place leurs projets alimentaires territoriaux, avoir des accompagnements de collectifs d'agriculteurs et de restauration collective. Et puis le dernier, CPE Belle-Île-en-Mer sur l'île. Donc là, on est sur une problématique insulaire particulière parce que une agriculture très importante, une île qui peut passer de 5000 personnes l'hiver à 40 000 l'été. Donc une pression assez forte des questions de tourisme et surtout un CPIE qui a été pilote sur les questions d'alimentation de l'île en étant même le créateur et le porteur du projet alimentaire territorial, ce qui était une innovation dans la question du portage des PAT en étant donc une association d'environnement qui a porté le PAT. Voilà. Si on avance donc d'abord sur les questions de gouvernance, comment est-ce qu'on a vu les choses? Quand on a travaillé, donc c'est en particulier un travail qui a été mené par la chercheuse d'INRAE avec les CPIE, de voir avec les CPIE comment est-ce qu'ils imaginaient une forme de modèle de gouvernance, comment les choses devraient se passer sur les territoires selon eux, selon les CPIE, qu'est-ce que c'est qui marcherait. On avait ces trois pôles qui sortaient, c'est-à-dire notamment un temps, des endroits où on permet d'avoir du débat, de la réflexion, voilà, où les acteurs en fait font un peu de l'interconnaissance, arrivent à se comprendre, à débattre des situations et de ce qu'il faudrait faire, mais sans qu'il y ait forcément de décision, puisque la décision serait c'est un autre pôle qui est celui de la décision, ce qu'il faut faire, et on décide ce qu'il faut faire, et puis ensuite il y a des actions concrètes qui se mettent en place, mais pour cela, c'est vraiment un lien entre ces trois entités, voilà, des fonctions de coordination, c'est voilà, une forme de modèle qui marche bien. Et après, quand on a, ça on avait vu ça avec eux sur comment ils imaginaient, puis quand on a travaillé avec eux sur comment ça se passait sur leur territoire, on voit sur la diapo effectivement suivante, on voit notamment que en fait, les trois espaces, ils communiquent assez peu entre eux. Ce qu'on peut voir en particulier, c'est la précédente, celle d'avant. Ce qu'on voit en particulier, c'est que les décisions sont prises en fait par un petit nombre de personnes et ne s'appuient pas toujours sur ce qui est le temps du débat. Et même des fois, les temps de débat viennent après les décisions. C'est-à-dire qu'on va débattre des décisions qui ont été prises précédemment et ce n'est pas les débats qui alimentent potentiellement une décision. Et de toute façon, ce qui a été vu aussi, c'est que les élus, ils vont se concentrer sur les parties de décision et peu participer, voire pas du tout, sur les temps de débat et non plus sur les temps d'action, parce qu'en même temps, c'est pas vraiment leur fonction. Mais du coup, ça aussi, ça interroge un petit peu sur comment ces décisions peuvent être prises, comment est-ce qu'ils se nourrissent des acteurs du territoire, puisque un endroit de débat, c'est aussi un endroit de lien entre acteurs du territoire. Donc, c'est un peu c'était des questionnements qui étaient sortis sur ça. Et puis après, il y a aussi des questions de posture, c'est-à-dire qu'on peut avoir sur tous ces temps-là des structures qui participent, mais des personnes dans les structures qui sont différentes selon les temps, qui n'ont pas forcément de connexion entre elles. Donc ça fait voilà, des difficultés. Donc quand on a un schéma idéal de ce qu'on imagine, en fait dans la réalité, ça marche tout différemment parce qu'on est plutôt sur des contraintes extrêmement physiques sur ce sujet-là. Voilà, on n'a pas toujours la capacité d'être partout, les élus encore moins. Et les élus aussi en charge de la question de l'alimentation au niveau notamment des intercos, ben, en fait, il n'y en a pas ou quasiment pas. C'est-à-dire que l'alimentation, on a parfois des élus qui vont s'occuper en général des questions d'environnement, transition écologique. Il peut y en avoir sur des questions d'agriculture vraiment nommées comme ça. Mais par contre, sur la question alimentation, qui fait un peu un lien assez global et interconnecté de plein d'enjeux, on en voit très, très, très rarement. Pour terminer ma présentation, sur la dernière diapo, là, on s'est focalisé maintenant sur les personnes qui font ce travail, enfin, comment est-ce que ces personnes qui font de la facilitation, comment est-ce qu'elles le vivent? Donc, parce que quand on veut incarner, amener des territoires dans des transitions, on est dans le réseau des catalyseurs territoriaux, hein, c'est ce qui nous réunit avec le rameau. Ce sont des structures et des gens qui font ce travail-là de lien. Ce n'est pas juste dans les papiers écrits quelque part. Donc, on a voulu travailler aussi comment est-ce que nous, dans les CPIE, c'est ces personnes qui étaient particulièrement en lien avec les acteurs du territoire, qui travaillaient sur ces sujets d'alimentation dans un esprit de faciliter les liens pour que les acteurs s'engagent.
Comment est-ce qu'il le vivait aussi? Et j'ai tenu à vous le présenter parce que je pense que ça va aussi parler encore une fois à notre réseau des catalyseurs territoriaux. C'est aussi personnellement comment est-ce qu'ils vivent les choses, que c'est une difficulté parfois à se qualifier. C'est-à-dire que quand vous racontez votre métier autour de vous, ce que vous faites, vous avez énormément de mal à dire ce que vous faites dans ces cas-là. Quand vous avez beau travailler dans une association d'environnement avec des projets sur l'alimentation, mais en fait, d'écrire précisément à quelqu'un qui lui dit, mais c'est quoi ton boulot? Eh ben, souvent, ils ont énormément de mal. Donc, on a fait un travail aussi d'arriver à qualifier avec eux comment est-ce qu'ils présentaient les choses, et ça va amener voilà, j'ai pas le temps de tout vous dire, et puis il faudrait aller piocher dans ce travail-là qui a été réalisé en particulier par Sol et Civilisation, mais c'était assez intéressant de le voir comme ça, et c'est surtout, c'était pas un exercice qu'ils avaient l'habitude de faire. Et ensuite, il y avait un sujet sur se situer là, c'est-à-dire qu'on est sur un écosystème de partenaires sur le territoire. Et en fait, des fois, il y a un petit peu, mais je suis dans quoi je travaille, j'ai un employeur, je travaille dans le CPIE, mais en même temps, je suis en permanence en lien avec d'autres acteurs, je les connais très bien, et il faut que je tienne compte aussi de tout cet écosystème qui existe. J'ai des convictions propres, par exemple, très environnementales, mais je dois aussi travailler avec des acteurs agricoles qui sont sur des modèles de société ou complètement différents. Mais mon travail, c'est quand même de le faire avec eux, de les amener dans des questions de transition, d'arriver à ce qu'ils se sentent convaincus d'aller là-dedans. Donc, il y a aussi des tiraillements qui se font à ce niveau-là. Et puis ensuite, sur les questions de l'action, bah, en fait, voilà, le Rameau a produit énormément de méthodes, de ressources pratiques pour les gens qui sont catalyseurs territoriaux, mais au niveau des CPE, en fait, bah, il n'y a pas beaucoup de modes d'emploi non plus. En fait, c'est beaucoup aussi de savoir-être. Il y a certainement des choses qui peuvent les aider à s'exprimer sur une fonction de facilitation, mais aujourd'hui, il n'y a pas énormément de choses qui existent, de formation ou de choses comme ça, qui sont très déployées et qui leur permettent de le faire avec assurance. Voilà pour ces propos introductifs. Un immense merci Ludovic, c'était vraiment passionnant et la transition va être très vite trouvée puisque j'intervenais la semaine dernière aux premières assises de l'innovation publique organisées par le CNFPT, et cette question sur qui suis-je et finalement comment on valorise ces compétences transversales est un sujet majeur. Et je pense que ce n'est pas Andrea Luna, experte en attractivité et développement du territoire, que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans le cadre du programme Social Impact Manager organisé par ESS France et Panthéon-Sorbonne. Nous avons eu le plaisir de cheminer ensemble et notamment de vivre les hackathons qui ont été faits à la fois avec le PTCE, les Mureaux et avec Paris-Est Marne-et-Bois. Et c'est alors que le talent incroyable d'Andrea s'est révélé, puisque Andrea, dans un parcours passionnant qu'il ne serait un peu long de résumer en 7 minutes, mais a notamment été directrice générale adjointe de l'attractivité et du développement territorial de la métropole et de la ville d'Orléans. Et là, je me suis dit, merci Andrea d'être avec nous aujourd'hui, puisque lors de notre dernier déjeuner, j'ai dit, mais Andrea, vous ne pouvez pas ne pas être et partager ce retour d'expérience. Il sera parfaitement situé entre Ludovic Serin et nos amis de l'expérimentation impulsée par la Fondation GRDF, pardon. Et de ce fait, eh bien, Andrea, la parole est à vous. Merci de venir témoigner sur ce que vous avez eu l'occasion de vivre au quotidien pendant de nombreuses années. Ben, merci Charles Benoît de cette présentation élogieuse. Je vais essayer d'être au niveau. J'ai peu de temps, donc ce que je vous dis avant tout, c'est que si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les 3 projets que je vais présenter, on vous donnera mes coordonnées et je suis bien sûr à votre disposition pour y répondre. Alors, la première chose, vous dire que la question de l'agriculture sur la métropole d'Orléans est une question cruciale pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons un élu qui est très porteur et qui soutient énormément cette thématique, alors qu'il est dans l'opposition aujourd'hui, et ça, c'est une force indéniable.
La deuxième chose, c'est que la question de l'agriculture et de l'alimentation, on disait tout à l'heure, mon collègue précédemment disait qu'effectivement, il n'y a pas souvent d'élus en charge de l'alimentation. En l'occurrence, à Orléans, la question de l'alimentation est portée par l'élu à l'agriculture. C'est son souhait, il se l'est un peu approprié et effectivement, ça nous aide considérablement. Troisième point, c'est que le président de la métropole considère que la question de l'agriculture est avant tout une question économique pour le territoire. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la question de l'agriculture est placée sous la direction générale adjointe de l'environnement, par exemple. En l'occurrence. Ah, Andrea? Apparemment, nous avons un problème technique. Andrea? Oui, il y a eu une petite coupure. Ouais. On vous a quitté dans généralement le DGA est placé sous l'environnement et pas nécessairement dans une vision politique de la dynamique du territoire. Voilà, donc en l'occurrence à Orléans, le choix a été fait de placer la question de l'agriculture au sein de la direction du développement économique, et donc sous ma responsabilité dans le cadre de la direction générale adjointe en charge de l'attractivité et du développement territorial. Alors, vous posez très vite le cadre. Qu'est-ce que c'est Orléans? Orléans, c'est une ville qui se trouve à 1h30 de Paris, 22 communes, 300 000 habitants à peu près. Un tiers de surface du territoire sont des zones agricoles, plus de 10 000 hectares, 170 exploitations qui sont encore en activité. Nous en avons perdu une cinquantaine depuis 2015, ce qui a amené aussi à accélérer, je dirais, la mise en place de notre politique en matière agricole. On est le premier producteur de concombres de France, personne ne le sait et on ne le valorise pas suffisamment, mais c'est une réalité. Il existe une filière très structurée autour des plantes grimpantes et arboricoles qui est en train de se fragiliser. Et l'activité économique générée et le nombre d'emplois générés par l'agriculture à Orléans est de l'ordre de 720 emplois directs à temps plein qui sont créés par toutes les activités agricoles. Et nous avons, chose rare, 2 parcs d'activités agricoles, c'est rare à proximité de l'Île-de-France. Voilà pour cette première présentation. On va passer à la suivante. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que si nous avons pu avancer très fortement et de façon structurée sur cette question de la politique agricole, c'est parce que nous travaillons depuis 2012 en partenariat très, très étroit avec la Chambre d'agriculture du Loiret, à tel point que nous avons du personnel en commun. Nous avons 2 postes en commun que nous finançons ensemble, avec l'idée depuis 2012 de mettre en avant un plan d'action sur l'agriculture urbaine et périurbaine qui a été renouvelé en 2018 puis en 2024, à chaque fois pour 6 ans. Et à chaque fois, on va un peu plus loin. Donc là, je vais surtout vous présenter ce qui a été fait et proposé pour la nouvelle charte agricole en 2024-2025. L'idée principale, et on s'adapte à chaque fois à l'actualité de ce qui se passe sur les territoires, qui est extrêmement mouvant, comme vous le savez, c'était l'idée de préserver les activités agricoles et le foncier, notamment en développant des zones agricoles protégées, puisque nous sommes, étant si proches de Paris, nous sommes effectivement très sollicités pour modifier notre PLU et permettre de la construction. Et l'idée aussi d'assurer l'alimentation en circuit court d'une partie de presque 300 000 habitants, et notamment en se rapprochant des cantines scolaires, puisque aujourd'hui, nos maraîchers fournissent à peu près 2/3 de la nourriture de nos cantines. Alors, les 4 principaux axes d'intervention de cette charte agricole, c'est la pérennisation de l'activité agricole sur le territoire métropolitain. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes en train de perdre des fermes. Le développement d'une alimentation durable, et je parlerai un petit peu plus loin là-dessus, parce que je vais présenter le plan alimentaire territorial. Le développement d'une agriculture résiliente, soucieuse de la préservation de la ressource en eau. Et c'est on a un projet démonstrateur dont je vous parlais tout à l'heure qui est très centré autour de ces questions-là. La sensibilisation du grand public et des acteurs du territoire aux grands enjeux de l'agriculture et de l'alimentation durable. Alors, quelques exemples d'actions que nous sommes en train de mettre en œuvre et il faut revenir à la slide précédente, excusez-moi.
c'est la création d'un guide de vente de producteurs aux consommateurs qui fonctionne extrêmement bien. On en faisait un par an, on en est à 3 par an parce qu'effectivement, les choses bougent beaucoup et il est très, très utilisé. La création d'un pavillon de producteurs locaux pour la vente de gros et semi-gros qui est ouvert 3 fois par semaine et qui fournit nos distributeurs locaux. Et la création de la couveuse agricole qui s'appelle Terreau, comme Eau comme Orléans, qui se spécialise dans l'accompagnement aux porteurs de projets et pour lesquels la métropole d'Orléans donne une petite subvention de l'ordre de 25 000 € pour réfléchir à leur projet de développement. Alors maintenant, je vais bien la slide suivante. Donc, nous avons travaillé aussi sur la signature d'un premier programme alimentaire territorial sur la métropole de 2020 et en 2024. Il faut savoir que dans la mesure du possible, la politique agricole de la collectivité, et vous le verrez souvent au sein des territoires, cette question-là, le mandat dure 6 ans. Le temps que les choses se mettent en route et que les choses s'arrêtent parce qu'il y a une nouvelle élection est souvent très court. Et donc, on essaye dans la mesure du possible, et Orléans est un bon exemple, de s'inscrire dans le temps long. Et pour essayer de s'inscrire dans le temps long, on essaie de s'appuyer à chaque fois que cela est possible sur les politiques publiques. Et la question du programme alimentaire territorial s'est imposée à nous, puisque nous avons été sollicités pour en mettre en place un programme. Nous avons été sélectionnés. Nous sommes depuis 2024 labellisés niveau 1. Il y a 3 niveaux. Et nous avons comme objectif, dans les 2 prochaines années, l'idée de structurer une gouvernance qui soit propre au PAT et qui soit représentative des acteurs locaux de l'alimentation, avec un focus très particulier sur la question de l'alimentation à l'école. Et nous sommes accompagnés très fortement par j'ai perdu le nom, le recteur d'académie, pardon, un diagnostic partagé sur la question de l'alimentation sur le territoire qui tienne compte des dimensions de l'alimentation, c'est-à-dire à la fois la question économique, la santé publique. On travaille avec l'hôpital d'Orléans, la dimension sociale, les CCAS des 22 communes sont mobilisées, la question bien sûr environnementale. La question de comment on anime le réseau d'acteurs, un réseau d'acteurs s'anime, mais lorsqu'on est très nombreux autour de la table, c'est très compliqué. Donc, on essaye plutôt de les structurer en thématiques et les réunir 2 fois par an pour un peu décider des grandes lignes sur lesquelles on va avancer. Et ces grandes lignes, c'est finalement le plan d'action que nous sommes en train de travailler en concertation avec les acteurs locaux qui vont avoir en charge cette mise en œuvre. Pour mémoire, aujourd'hui, ce travail-là, il est organisé autour d'un budget de 50 000 € de l'État et 50 000 € mis à disposition par la collectivité de la métropole. Je vais bien la slide suivante, s'il vous plaît. Et votre temps, ma chère Andrea, est terminé, mais on va vous laisser encore au moins 1 minute si vous voulez terminer, mais juste, je ne voudrais pas priver les autres intervenants de leur temporalité, et c'est passionnant, on vous réinvitera, ça c'est sûr. Bon, alors, je vais vous parler rapidement de la ferme des Cassines. Donc, la ferme des Cassines, c'est notre projet, je dirais, pilote. C'est là où les choses se concrétisent. Nous avons acheté une ferme en 2023 pour 700 000 €. Il y a 60 hectares. Et l'idée, c'est d'en faire un projet pilote de tout ce qu'on souhaite faire en matière d'agriculture innovante sur le territoire. Et pour cela, pour s'inscrire dans le temps long, nous sommes portés candidats dans le cadre de France 2030 au projet de l'agriculture durable. Donc, ça s'appelle le projet ATOU, Agriculture du territoire orléanais et synergie dans son environnement urbain. Donc, nous sommes lauréats parmi 18 autres projets en France. Et bon, c'est un projet passionnant, mais qui mérite effectivement peut-être qu'on passe un peu plus de temps. Donc, je m'arrête là. Et ça crée juste le teasing nécessaire pour donner envie de vous réinviter lors d'un prochain. C'était passionnant, vraiment merci d'avoir explicité finalement le point de vue de la collectivité territoriale. On avait eu celui d'un réseau associatif très historique, l'un des plus anciens sur les questions environnementales, de voir comment très concrètement une collectivité appréhende le sujet. Et je trouve que ce qui est très intéressant dans le dernier point,
point, c'est comment elle en fait aussi un démonstrateur, c'est-à-dire pas simplement dans sa gouvernance, on avait vu le lien avec la gouvernance qui avait été et la posture qui avait été juste positionnée, mais aussi comment on devient expérimentateur. Et expérimentateur, ça nous amène justement dans le souhait qu'a eu la Fondation GRDF en 2022 d'inviter d'autres fondations à se dire, et si on expérimentait ensemble, si on inventait ensemble finalement une approche des transitions agroécologiques et alimentaires au service des territoires. Nathalie David, vous êtes déléguée générale de la Fondation GRDF. Merci beaucoup d'être avec nous et merci à Noémie Simon qui est responsable du pôle France de la Fondation Avril et Xavier Roussinet, directeur associé de Terre d'Avance. Vous n'avez pas pu venir avec tout le collectif parce que ça aurait fait beaucoup trop de monde, mais vous avez là le substrat de cette dynamique collective depuis 2022. La parole est à vous trois. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Charles Benoît pour ce propos introductif. Donc, effectivement, je vais être accompagnée de Noémie et de Xavier pour vous présenter où en est aujourd'hui notre projet collectif au profit de la transition agroalimentaire, agricole et alimentaire. Donc, on a constitué en 2022 un collectif de 8 partenaires qui sont avec des profils complètement différents. On a d'abord un collectif de fondations donc constitué de la fondation RTE Agir pour les ruralités, de la fondation Avril représentée au jour même par Noémie, de la fondation Nina Carasso et puis de moi-même, fondation GRDF. Et ce collectif s'est complété également d'un fonds de financement, le fonds de financement ODD 17, et on vous expliquera un peu plus loin pourquoi ce fonds de financement. On a également reçu le soutien de la SCT et ce groupement de fondations s'est appuyé sur 2 soutiens opérationnels qui sont la structure révélateur de richesse immatérielle qui nous a accompagnés dans le pilotage du projet et également Terre d'Avance qui nous a surtout accompagnés dans la relation avec les territoires. Mais Xavier vous en dira un peu plus après. Donc, quelle était notre ambition? Donc, notre ambition, comme l'a dit Charles Benoît, elle était à 3 niveaux. Tout d'abord, on était dans un monde expérimental sur des échelles différenciées. Un monde expérimental parce que c'était la première fois qu'on travaillait en collectif de fondation sur une thématique dédiée, avec chacune des modalités de gouvernance et de financement différents. Et ensuite, un mode expérimental dans le choix de la structure administrative des 3 territoires avec lesquels nous avons travaillé, ce qui a complexifié parfois le dossier. Ensuite, ce qu'on a voulu faire également, c'est au niveau de notre gouvernance, au niveau de ce collectif de fondations, on a choisi plutôt un mode de gouvernance établi sur la frugalité et l'opérationnalité. Tout cela dans un objectif commun, c'était d'avoir un impact important sur les territoires et de plutôt se dire nous jouons collectif plutôt qu'individuellement sur chacun des territoires. Donc voilà, la force faisait, notre volonté c'était d'être unis pour agir de façon plus forte sur ces territoires. Alors, une démarche comme ça s'inscrit vraiment dans le temps. C'est une démarche expérimentale, donc on a travaillé sur un pas de temps de 3 années. On a démarré en 2022 et aujourd'hui, en 2025, en fin d'année 2025, on sera sur la phase de capitalisation de cette expérimentation. Donc, qui dit une expérimentation nécessite un jalonnement dans le temps. Donc, on a eu un jalonnement à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il a fallu d'abord qu'on fasse connaissance ensemble, qu'on comprenne comment fonctionnaient les uns et les autres. Ensuite, le point final de cette première phase, ça a été de choisir collectivement quels étaient les territoires sur lesquels nous allions expérimenter ce projet de coopération. Après, on a eu donc une deuxième phase qui a été la phase d'émergence et de projet.
Et ensuite, on a également eu une troisième phase. On peut passer sur la slide suivante. Je ne vais pas dans le détail de chacune des phases parce que sinon, on prendrait trop de temps. Et ensuite, on a eu la phase qui a été celle de financement des projets et des actions. Cette phase-là a eu un moment très fort au niveau de notre collectif parce qu'elle a marqué un temps d'arrêt. On a marqué collectivement un temps d'arrêt parce qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait un échelon dans notre organisation. Et cet échelon, c'était celui de l'interface entre le collectif de fondation et les territoires. Et c'est à ce moment-là qu'on a choisi de faire appel à Terre d'Avance, qui a été ce point intermédiaire dans ce collectif. Donc, c'est ça aussi, une des forces du collectif, c'est de savoir faire ce que nous, on appelle un temps d'arrêt pour pouvoir déjà analyser nos forces et nos faiblesses. Ensuite, ce pourquoi on s'est réunis, ça a été aussi parce qu'on a voulu développer 3 ingénieries, donc une coopération des acteurs, une volonté d'alliance des territoires systémiques et une connaissance partagée des enjeux des territoires pour inspirer et accompagner. Donc ça sera davantage dans la partie capitalisation et transmission. Mais tout cela ne se fait pas sans un investissement à la hauteur des ambitions de notre projet. Je n'ai pas encore tout à fait terminé. Cet investissement a été à la fois un investissement temps pour chacune des fondations impliquées dans le dispositif, avec notamment un pilotage mensuel fait pour l'ensemble du collectif des 8 partenaires, donc un investissement temps, mais ça a été également un investissement financier parce qu'aujourd'hui, le montant de cette expérimentation s'évalue à 100 kg euros. 100 kg euros qui se sont répartis à la fois pour le financement de la structure qui a animé les COPIL, donc RRI, et le financement de Terre d'Avance. Et ensuite, nous avons alloué à chacun des territoires un droit de tirage de 15 000 euros. Donc voilà, donc ça, je vous ai donné le cadre général de notre expérimentation. Maintenant, je vais laisser à Xavier vous présenter quelle était la position sur chacun des territoires et Noémie conclura. Merci. Oui, merci Nathalie. Bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, chez Terre d'Avance, en fait, on a pris le train en marche, puisqu'on n'était pas dans les premières phases que Nathalie vient de rappeler en 2022 et en 2023. On est arrivé plus tardivement à la suite de ce temps d'arrêt dont elle vient de parler. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des 3 territoires, mais simplement pour vous dire que il y a sur chacun d'entre eux des enjeux, évidemment, de transition agricole et alimentaire. Il y avait des niveaux d'interconnaissance qui préexistaient, puisqu'il y avait souvent des relations entre des acteurs de ce territoire et au moins l'une des fondations du collectif de fondations. Et il y a eu un choix de fait d'aller choisir donc des territoires de nature différentes, hein, comme Ludovic d'ailleurs l'a montré pour les 5 ou 6 CPIE qui étaient mobilisés. Donc c'est la même chose, mais surtout ce qui était important pour le collectif de fondations et de partenaires, c'était de s'appuyer sur des organisations pivots, un peu porte d'entrée dans les territoires, qui soient de statuts différents. Donc on a un EPCI sur le Douaisis, hein, la communauté d'agglo du Douaisis. On a un acteur d'une agence d'urbanisme comme acteur pivot sur la Flandre, sur Dunkerque et le littoral et la Flandre intérieure. Et on a un acteur associatif PTCE sur le Pays de France. Voilà. Donc ça, c'était un choix des initiateurs, des fondateurs, de voir si dans la dynamique d'accompagnement que l'on voulait mettre en œuvre, il y avait des particularités dans la question du portage de la structure pivot, de la structure, la structure porte d'entrée. Et donc nous aussi, en fait, un peu de la même manière que Ludovic l'évoquait tout à l'heure, l'enjeu, en fait, c'est de faciliter et d'accélérer les transitions, mais pas dans le cadre d'une recherche-action, mais pas dans le cadre d'une action de recherche, mais dans le cadre d'une recherche empirique où l'initiative vient plutôt d'un collectif de financeurs et d'acteurs, et avec la nécessité d'articuler ce niveau national avec les niveaux territoriaux. On peut passer, pardon, à la diapo suivante, merci. Voilà, et donc ce qui a semblé manquer en fait au collectif à un moment, c'était la dimension d'accompagnement ou d'appui au territoire. Et donc on avait imaginé en fait des choses dans lesquelles c'est assez classique, hein, d'ailleurs pour les acteurs plutôt de l'incubation, de l'accompagnement
d'accompagnement. Il y a de l'accompagnement plutôt individuel, il y a de l'accompagnement plutôt collectif, il y a du co-développement et de l'échange de pratiques entre les structures, puis il y a une contribution à la capitalisation et à l'animation globale, puisque de fait, c'est une expérimentation. Donc il y a un début, il y a une fin, mais on ne souhaite pas que ce soit une fin qui marque la fin de quelque... Enfin, elle marquera la fin de quelque chose, mais le quelque chose doit continuer d'exister d'une manière ou d'une autre. Donc il faut qu'on ait cette capitalisation qu'on pourra évidemment représenter ici si nécessaire. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment voilà, de créer de la valeur aussi dans les apprentissages qu'on a pu avoir en étant ensemble pendant cette période de 3 ou 4 ans. Donc c'est un rôle finalement de consultant assez classique, d'accompagner des projets de manière individuelle et collective. En tout cas pour un cabinet comme le mien, c'est assez classique. Par contre, là où il y a des enjeux particuliers, on peut passer la diapo suivante. Non, oui, ça. Donc en fait, la question, c'est pas seulement d'accompagner ou d'être en soutien et en appui des acteurs dans les territoires par rapport à leurs projets de transition agricole et alimentaire, mais c'est de s'assurer que, ou de donner le plus de moyens ou d'atouts, de chances à ce que les projets en fait donnent tout leur potentiel de transformation, j'allais dire systémique de leur écosystème. Puisque l'enjeu, c'est pas de dire on va monter un projet X ou un projet Y et on va le mener à son terme, parce que ça, les acteurs savent le faire. Mais par contre, c'est d'essayer de faire en sorte que par la dynamique du collectif, on arrive en fait à aller plus loin ou à agir de manière plus systémique. Donc ça, c'est le premier enjeu, et ça n'est évidemment pas simple, vous vous en doutez, et le retour d'expérience de Ludovic pour les CPIE montre bien combien l'ambition est claire, mais le chemin pour y arriver peut être compliqué. Deuxième niveau, c'est qu'on a besoin, et Nathalie en a dit un mot, d'articuler des ingénieries qui sont de nature différente. Il y a un collectif national, il y a des écosystèmes territoriaux, et il y a un lien à faire, il y a une dynamique de lien et d'ingénierie entre le local et le national. Donc ça fait beaucoup d'interactions qui peuvent être, si elles sont bien organisées, y compris de manière frugale, comme le disait Nathalie, peuvent être des ingénieries qui se complètent, ou à l'inverse, des ingénieries qui finalement restent en silo et dans leur couloir de nage et finalement ne produisent pas beaucoup de plus-value. Donc nous, notre défi, c'est de faire en sorte que ces ingénieries, elles fabriquent du plus et pas de l'égal et encore moins du moins. Voilà. Et puis dernier point, c'est qu'on a aussi besoin, bien sûr, que ce qui se passe sur les territoires, sur le terrain, vienne nourrir et irriguer les postures, les manières de faire du collectif national de fondation. Donc il y a ce yo-yo ou ce dialogue un peu permanent, et le dialogue n'est pas en surplomb ou descendant, c'est forcément un dialogue qui se fait dans les deux sens. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc on n'est pas au stade de la capitalisation, on ne sait pas vous le dire, mais on peut vous faire on peut vous dire deux, trois choses sur des aspects méthodologiques de la démarche. Donc je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Et donc pour vous dire que cette dynamique interacteur, elle pose à minima 3 questions. En tout cas, c'est 3 moments de tension ou de difficulté ou d'obstacles à surmonter auxquels on a été confrontés, nous. Là, je parle de Terre d'Avance et Noémie parlera de la Fondation Avril. Le premier point, mais c'est une évidence, mais vous le savez tous, c'est ce qu'on a dit sur Orléans, ce qu'on a dit à partir de l'expérience des CPIE, dit la même chose aussi, c'est que on s'inscrit dans un avant et un après, et on s'inscrit dans une dynamique multi-acteurs qui est déjà installée. Et donc forcément que trouver sa place, et notamment sa plus-value, son utilité, pour ne pas refaire la même chose, mais vraiment venir compléter, c'est toujours un défi. Donc il faut, et donc ça renvoie bien, j'ai bien aimé ce que tu disais, Ludovic, sur les aspects de posture aussi individuels, parce qu'effectivement, ça renvoie aussi à une capacité, une position un peu basse de service, de mise au service de. Voilà, donc il y a un enjeu de s'approprier rapidement une culture et de trouver sa place dans une dynamique multi-acteurs qui a déjà une ancienneté, une expérience, etc. Le deuxième point, et ça, je trouve que ça fait vraiment écho à ce qui a été présenté précédemment, c'est qu'en fait, derrière cette notion de territoire et d'acteur, en fait, il y a des réalités qui sont assez différentes. Et il y en a au moins 3 qu'on a repérées et qu'on partage à ce stade-là, et on verra plus tard au moment de la capitalisation, on va dire définitive. On voit bien
qu'il y a des problématiques de territoire. D'ailleurs, c'était écrit comme ça dans l'expérimentation CPIE. Il y a des problématiques de territoire autour du sujet de la transition agricole et écologique et alimentaire, pardon. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on est capable de les repérer, de les exprimer et de faire en sorte qu'elles soient suffisamment consensuelles pour qu'on y travaille. Donc ça, c'est la problématique du territoire, je dirais, qui n'est pas l'agrégation des acteurs, mais qui est le territoire dans toute sa complexité physique, interacteurs, fonctions opérées sur le territoire, etc. Le deuxième point, c'est qu'on a fait le choix de s'appuyer sur des acteurs pivots, des acteurs portes d'entrée. Donc ces organisations pivots sont des personnes morales, elles ont leurs projets, elles ont leurs contraintes, elles ont leurs ambitions, et donc elles ont leurs enjeux et leurs attentes qui peuvent être assez différentes des attentes profondes ou vraies, on va dire, c'est pas jugement de valeur par rapport à ça, mais les vraies attentes ou les vrais enjeux que peut avoir le territoire. Donc il faut faire la part des choses entre ce que disent des organisations pivots par rapport à ce que sont les vrais besoins des territoires. Et puis troisième point qu'on oublie souvent, je pense, dans nos dynamiques d'accompagnement et dans les dynamiques de conduite de projet, c'est qu'il y a aussi des gens, tu l'as dit Ludovic, et nous on a été aussi très frappés par ça. Alors je veux vous dire qu'il y a des gens qui travaillent, je ne vous apprends rien, mais que les attentes, les contraintes et les envies des gens, des équipes projets, d'une personne ou d'un groupe de personnes ou d'un service, il faut aussi arriver à les écouter finement parce qu'elles peuvent être parfois en contradiction avec l'organisation qui les emploie et donc elles peuvent être aussi en contradiction avec les enjeux profonds du territoire. Et donc nous on a eu le sentiment que à l'échelle des 3 territoires, si on ne tenait pas compte de ces 3 niveaux et qu'on ne les reconnaissait pas, qu'on ne leur donnait pas de la valeur et de la consistance, en fait, on passait à côté et on arrivait trop vite à l'idée que tout était dans tout et que finalement, le territoire, c'était un ensemble complètement aligné d'enjeux sociaux, économiques et sociaux, des organisations qui étaient alignées, congruentes, chacune dans sa vérité, dans sa raison d'être, au service du territoire, et puis des personnes qui n'étaient jamais schizophrènes, jamais en tension, jamais en contradiction, etc. Et donc, ça, c'est vraiment un point, encore une fois, on n'est pas au stade de la capitalisation, mais c'est un point de méthodologie qu'on peut déjà partager avec vous. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a aussi des enjeux de régulation parce que quand on travaille avec un collectif et sur plusieurs années, il y a eu des changements dans les équipes, hein, dans les fondations, il y a eu des changements. Les besoins, les attentes, les priorités, le nouveau projet stratégique, etc. fait qu'en fait, les gens sont toujours les mêmes, les organisations sont toujours les mêmes, mais les priorités, les enjeux ont évolué dans le temps et donc ça veut dire se réadapter un peu en continu. Et là, c'est un enjeu, on va dire, d'animation, mais aussi de régulation et de respect des contraintes et des opportunités et des temporalités de chacun. Voilà, donc ça, ce sont vraiment 3 points importants de ce qu'on a vu. Et je pense que si on avait pris 3 territoires différents, nous aurions été confrontés aux mêmes enjeux de dialogue entre du national et du territorial. Donc la question de l'articulation des ingénieries dépasse le cadre des 3 territoires, de mon point de vue, mais on verra au stade de la capitalisation. Voilà, je crois que j'en ai terminé là-dessus. Peut-être sur la diapo suivante. C'est toi qui prends la main, Noémie? Oui, c'est moi. Merci Xavier. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais terminer, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais pour conclure, en fait, on a pris quand même un temps d'arrêt depuis le mois de septembre. Là, on est sur la fin de l'expérimentation. Il y a encore pas mal de choses à réaliser, notamment avec les territoires, mais à notre dernier copil, on a commencé à regarder, à faire un bilan de ce qui avait été réalisé jusqu'ici. Donc, il y a eu la mise en place d'un collectif qui était inédit. Hein. On a passé beaucoup de temps sur la mise en place de ce collectif. On a quand même mis beaucoup de moyens, ça a été dit précédemment. 21 copiles ont été organisés et puis il y a eu 60 000 euros d'ingénierie de coopération qui ont été mobilisés, notamment par la Fondation GRDF de 2022 à 2025. Ça a permis de créer un cadre de gouvernance commun qui a été long, et puis une théorie du changement qui va être challengée en fin d'expérimentation. Il y a l'activation du fonds d'ingénierie territoriale, qui a permis également d'engager des moyens importants avec un portage financier d'ingénierie locale et du suivi national local. Donc là aussi, ça a été mis en place d'un mécanisme qui était agile alors qu'il était perçu comme complexe.
Donc, vraiment intéressant aussi. Un appui opérationnel via la mission également qu'a détaillé Xavier, qui est toujours en cours. Donc, il va y avoir également une analyse de la valeur stratégique créée, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des choses intéressantes qui sont passées sur les territoires grâce à cet appui opérationnel. Et puis, dernier pilier, des avancées territoriales concrètes. Il y a eu également des moyens financiers directs qui ont été mobilisés pour les 3 territoires. Et également un cap franchi dans chaque territoire avec un dialogue interterritoire qui a été posé depuis l'arrivée aussi de Terre d'Avance, qui a permis de commencer un dialogue de confiance entre les 3 territoires et d'avoir aussi un effet miroir entre les 3. Donc là, on a encore des actions qui vont se réaliser dans les prochaines semaines, et ça va être aussi de grands apprentissages du collectif. Slide suivante, on a également essayé de réfléchir à un modèle d'évaluation de notre coopération sur cette expérimentation, et donc d'évaluer notre maturité face à la coopération. Et donc, en septembre dernier, on a collectivement positionné le curseur entre le niveau 2 et le niveau 3. Alors, c'est un petit peu petit, parce qu'il y a beaucoup de choses sur cette slide, mais on est vraiment passé du niveau 1 qui a duré un certain temps, la maturité intentionnelle avec une coopération déclarative. On construit la confiance, mais on a chacun aussi nos postures et nos objectifs en tant que personne morale. Effectivement, comme l'a précisé Xavier, il y avait quand même une coordination importante, puisqu'il y a eu des moyens, comme je l'ai dit, qui ont été alloués pendant un certain temps, et puis la coopération était plus comme quelque chose à tester, en fait. On était vraiment sur du plus. Le deuxième niveau de maturité, où on dit sur une coopération expérimentale, où là, il y avait davantage de volonté de travailler ensemble, avec des changements de personnes, comme l'a mentionné Xavier, qui n'étaient pas évidents à gérer, des temporalités, des cultures aussi, on l'a vu, c'était intéressant. On a beau être tous des fondations, on a néanmoins des façons de fonctionner, des langages propres, des cultures organisationnelles qui sont différentes. Donc, ça a été aussi intéressant, parfois difficile. On a dit, cette séquence nous a permis aussi d'avoir un temps d'arrêt pour se dire, OK, mais que voulons-nous faire? Comment voulons-nous travailler plutôt jusqu'au terrain, en fait? Et puis, voilà, nous pensons arriver à une maturité plus avancée, en tout cas plus intégrée d'ici la fin de l'expérimentation. La confiance est réellement installée, je pense. Tout ce travail, on va le faire dans le cadre de la capitalisation, mais ça va être vraiment intéressant de voir jusqu'où on a été tous ensemble. Et puis, slide suivante et dernière slide, on est il va y avoir des étapes là qui vont arriver sur cette dernière phase de cette expérimentation, avec des rencontres interterritoriales qui vont être réalisées in situ. Donc, les projets vont s'accueillir les uns des autres là en octobre-novembre, et ça va être également, à mon avis, source d'apprentissage très important. Un bilan et puis retour d'expérience des 3 territoires qui vont être faits lors d'un prochain COPI, qui vont nous permettre d'apprendre également de leur parcours et de ce qu'ils ont ressenti en termes d'accompagnement de notre collectif, et enfin un travail de capitalisation et de valorisation de l'expérimentation qui commence quelque part aujourd'hui pour la partie valorisation. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, et puis on est à vos dispositions tous les 3 en cas de questions. Merci infiniment à tous les 3 pour ce retour d'expérience passionnant, et je ressortirais 2 choses qui me semblent essentielles. D'abord, de rappeler que finalement, même quand les acteurs sont matures autour d'un projet, un projet d'innovation, le cycle d'un projet d'innovation, on le sait tous, c'est 7 ans, c'est modélisé, c'est connu. Et finalement, ce qui est vraiment intéressant dans ce que vous avez témoigné les uns les autres, c'est finalement le fait que ce temps n'est pas un temps perdu, c'est vraiment un temps de consolidation des choses. Et notamment ce passage de la maturité de 2 à 3, tel que l'indicateur avait montré. Et je trouve que là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant, c'est que de la déclaration on a envie à expérimenter, c'est déjà une grande étape. Et après, pour l'intégrer dans un fonctionnement, c'est encore une étape. Et nous, dans nos travaux de recherche, on voit bien l'importance de bien séparer la co-construction, on va expérimenter ensemble, à la co-gestion, on va être capable de l'intégrer dans nos dispositifs. Ça, pour moi, c'est un élément qui est déterminant, parce que même avec des acteurs matures,
un projet d'innovation prend le même temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à garder. C'est-à-dire que si on veut essayer d'aller plus vite sur l'innovation, en fait, on perd la qualité de l'innovation parce qu'on croit qu'on va aller plus vite, mais en fait, il faut vraiment prendre ce temps. Puis le deuxième point, je réinsiste sur ce qu'a dit Xavier Roussinet, qui est très important, c'est que les trois territoires, en fait, sont portés par trois acteurs qui ont un profil radicalement différent. C'est-à-dire qu'on a à la fois un PTCE, donc une association d'un collectif de citoyens, on a une collectivité territoriale et on a une agence. Et finalement, le fait de ne pas avoir la même profil de pivots territoriaux a été un élément déterminant du sujet parce qu'on aurait pris trois associations ou trois collectivités ou trois agences. Bien évidemment, ça aurait été beaucoup plus facile de tirer rapidement les enseignements du commun sur ces trois territoires, puisque finalement, ils ont le même fonctionnement, c'est le même pivot. Or, le pari qui a été fait par ce collectif, c'est vraiment de dire, mais non, justement, regardons dans des maturités de projets différents, avec des profils d'acteurs différents et dans des situations territoriales très différentes. Hein, les trois corps en mouvement dont parlait Xavier en parlant bien de la question des territoires, de l'organisation et des équipes. Et c'est vraiment intéressant de voir que malgré ces différences-là, on peut tirer des enseignements en commun. Donc si on prend le temps de bien mesurer à quel niveau de maturité coopérative on peut être, eh bien, on peut arriver à ces sujets-là et ça va faire un sujet tout trouvé par rapport à l'actualité du mois, et ne serait-ce que par rapport à une actualité d'hier, hein, puisque Isabelle, Clara et moi, nous étions au départ à l'adieu des Beauvillards qui ont transmis le relais de l'Institut des territoires coopératifs hier, et on retrouve énormément des travaux que les Beauvillards ont fait dans cette expérimentation commune que vous avez décrit. Merci beaucoup à tous les trois. C'était réellement passionnant de voir comment est-ce que finalement on peut prendre ce risque de dépasser l'entre-soi, ce que je suis capable de faire, pour réellement faire de l'entre-tous, à la fois de l'entre-tous au niveau national, mais aussi en choisissant des situations et des acteurs pivots territoriaux radicalement différents. C'était un risque. En tous les cas, c'est passionnant et on attendra bien évidemment, comme avec Andrea, vous êtes, et bien sûr comme avec Ludovic, vous êtes les réinvités permanents lorsque de nouvelles avancées de cette expérimentation collective pourront être partagées. Alors je me tourne vers vous, Armelle de Roton, vous êtes chargé de mission pour l'Observatoire des partenariats et comme chaque mois, vous avez le plaisir de nous partager l'actualité du mois. Il faut couper votre micro. Vous avez ouvert le micro. Alors, l'actualité du mois au rameau. J'ai coupé le micro. Mais moi, je parlais. Coupez votre micro. C'est bon. Alors, l'actualité du mois au rameau avec l'Observatoire des partenariats. Donc, comme chaque semaine, les jeudis de l'ODD 17 vous sont proposés. Vous le recevrez tout à l'heure en direct une fois que nous aurons fini ce webinaire. Nous avons également les actualités la Gazette de l'ODD 17 chaque mois, mais vous avez aussi le webinaire. Et en fin de mois, je ne vois plus l'interview. L'interview, et la semaine prochaine, justement, vous aurez Clara et Isabelle de la région Grand Est. Excusez-moi, Clara et Isabelle. Ce mois-ci, voilà, parfait. Ce mois-ci, le défi du mois, donc vous avez pu découvrir en début de mois, avec pour thème se nourrir durablement de la fourche à la fourchette. Vous avez également eu la Gazette du mois le jeudi 9 octobre dernier qui avait comme thème Agenda 2030 et la suite. Gazette que vous pouvez retrouver sur CarNews, mais aussi sur le site du Rameau. La monographie du mois comme chaque mois depuis le mois de janvier dernier. Cette semaine, Unicité, vous pourrez la découvrir tout à l'heure dans le jeudi de l'ODD 17. Et enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, l'interview du mois cette semaine, jeudi prochain, Clara et Isabelle du Conseil régional Grand Est.
Pour l'actualité du mois, également le parcours expérientiel hybridé son modèle socio-économique territorial qui a été lancé le 7 octobre jusqu'au 6 novembre prochain. Vous pouvez toujours vous inscrire pour la fin du webinaire, puisque vous pouvez du parcours, puisque c'est quelque chose que vous pouvez faire seul et accompagné également. C'est maintenant donc, que je laisse la parole à Clara et Isabelle pour un petit point sur ce parcours. Oui, merci à toutes et à tous. Merci Arnelle Charbonnois. Vous nous entendez? Très bien. Vous nous entendez bien? Parfait. Très bien. Parfait, parce que parfois la connexion saute. Donc, nous nous joignons à vos compliments et sur les exposés précédents qui sont absolument non seulement passionnants, mais nécessaires vraiment à entendre et à prendre en compte, parce qu'effectivement, nous, on sait bien, alors, à des niveaux plus modestes, Isabelle et moi, donc on fait partie d'un service un peu atypique en région Grand Est, le service ingénierie, qui tente d'insuffler des nouvelles façons d'accompagner les territoires, en particulier en ruralité. Mais comme vous l'avez toutes et tous bien dit, il ne suffit pas d'accompagner, il ne suffit pas de faire avancer et d'assurer un suivi de projet. Encore faut-il s'assurer que les porteurs sachent où ils en sont dans leur trajectoire, où en est leur territoire, où en est leur structure, où ils en sont eux-mêmes, comment ils se situent et comment ils se situent aussi, dans quel état sont les ressources autour d'eux et dans quel état sont les écosystèmes, s'ils existent. S'ils sont à compléter, s'ils sont à conforter. Donc, c'était essentiel de se reposer ces questions auprès de 30 structures du Grand Est que sont les pays PETR, les pôles d'excellence territoriaux et ruraux. Pourquoi? Parce que ce sont certes des territoires historiques, mais très fragilisés, pour certains dans un état de vulnérabilité, moins de ressources en fonctionnement, en animation, pour d'autres en crise de légitimité par rapport à leurs membres, EPCI, communes, et puis par rapport aux grands donneurs d'ordre et subventionnaires publics qui, bien entendu, réduisent leurs aides. Donc, on a tenu à instaurer un nouveau partenariat avec ces pays PETR dans le cadre d'une trajectoire sécurisée à 3 ans, avec l'ingénierie au cœur, comme levier d'innovation en ruralité, mais aussi l'ingénierie comme investissement d'avenir. Donc, Isabelle, tu me compléteras, bien sûr, et donc pour ce faire, on a 3 leviers. C'est de reconnaître les pays PETR pour ce qu'ils sont, de les aider pour ce qu'ils font, donc les aider à travailler une thématique collectivement, et puis les inviter à un parcours de formation-action, donc avec une forme de prime à la formation, pour venir les outiller, les inspirer, les stimuler et voir comment tout ça peut être transformateur dans le cadre d'une démarche apprenante pour eux, au niveau de leur ingénierie, pour nos ingénieries régions. Donc, comment les articuler? Et on retrouve absolument tous les points d'attention que vous avez soulignés précédemment. Et vraiment le booster de ce nouveau dispositif assez innovant dans l'histoire des aides de la région aux pays PETR, c'est le partenariat, le co-investissement, en fait, avec le Rameau, pour faire bénéficier aux pays et aux PETR d'un parcours à la fois d'inspiration et de formation sur l'hybridation des modèles socio-économiques territoriaux d'intérêt général. Donc, pour faire le point ensemble avec eux sur les alliances humaines, les ressources humaines, les alliances stratégiques, les alliances en ingénierie financière couplées. Et on a donc tout cet agenda qui vous est proposé. Donc, je laisse la parole peut-être pour vous en dire plus à Isabelle, qui est la cheville ouvrière et qui est une belle artisane
et de qualité en termes d'accompagnement des territoires au long cours. Il faut du courage et il faut toujours remotiver nos partenaires et se remotiver soi-même dans le même mouvement. Donc, en fait, c'est un parcours qu'on a eu le plaisir d'élaborer avec Charles Benoît et qui est structuré en plusieurs temps avec donc un temps d'inspiration, un temps très important, donc le parcours expérientiel que chaque pays PETR peut faire en autonomie afin qu'à l'issue de ce parcours expérientiel, on ait un langage commun, qu'on parle de la même chose, que derrière les mots, on y mette le même sens, qu'on débatte ensuite en atelier, mais aussi avec d'autres territoires sur ce qu'on en a compris, comment on peut s'approprier ça, en quoi ça résonne par rapport à leur pratique et en quoi ça les motive à poursuivre ce travail. Et ensuite, vraiment un temps de formation où là, on est dans un format peut-être un petit peu plus descendant, où on va décrypter les modèles socio-économiques d'intérêt général, les familles, etc., quels sont les leviers, quels sont les points d'appui, donc pour eux-mêmes, mais aussi pour les porteurs de projets qu'ils accompagnent. Et lorsqu'on aura fini ce cycle de formation, on espère poursuivre, alors ça va être, on va poursuivre sur 3 ans, on est vraiment sur la phase de formation-action, mais ensuite on essayera de travailler comment, parce que ça c'est une demande des directeurs de pays PETR dans leur ensemble, de nous dire, mais nous, c'est très bien, on va être formés, mais comment? Et c'est bien, on va être sensibilisé à ça, ça tombe bien parce qu'on développe des thématiques sur les territoires où on a des partenariats publics, privés, associatifs, pluridisciplinaires, complexes, on ne sait toujours pas trop quel type de statut on pourra mobiliser pour une gouvernance pérenne, etc. Donc, ils sont très, très ouverts finalement à ces enjeux-là et ils sont prêts à s'y investir, mais leur questionnement, c'est nos élus, comment on va les toucher derrière? Donc, on va essayer aussi de travailler sur comment on essaye de faire approprier ces enjeux absolument importants aux élus. Donc, et ensuite, on sera dans une démarche de transfert d'expérience, d'échange, de bonnes pratiques, etc., pour avancer collectivement. Et on a ouvert, au-delà des directeurs de pays PETR du Grand Est que nous animons, Clara et moi, on a ouvert cette formation à l'ensemble des collaborateurs des pays PETR parce que nous souhaiterions vraiment avoir un noyau dur de collaborateurs, de personnes sensibilisées pour diffuser, pour infuser les territoires, pour alimenter aussi je sais pas, les groupes d'action locale, les conseils de développement qui sont un petit peu en perdition de sens en ce moment. Enfin voilà, on espère que tout ça va recréer une espèce de dynamique et de sens en fait, parce que les choses se complexifient tellement. Et se tendent sur les territoires. Ouais, et voilà. Donc, il y a une désaffection d'intérêt général et justement l'échelle que le multiscalaire, c'est essentiel par rapport à ce que vient de dire Isabelle, parce qu'il y a non seulement le travail sur les territoires, mais il y a le travail en lien avec des collectifs nationaux, des collectifs de réflexion, de la recherche grâce au rameau. Il faut également articuler l'ingénierie déployée tant bien que mal sur les territoires avec une ingénierie une ingénierie du processus, une ingénierie de la méthode, une ingénierie du lien, une ingénierie de la remise en confiance et surtout une ingénierie qui insuffle aussi des cadres costauds, des cadres théoriques dont on a tous besoin. Voilà. Merci infiniment pour votre témoignage. Et ce qui est vraiment particulièrement intéressant, c'est ce choix que vous avez fait au sein de votre service. Finalement, c'est de réellement faire d'une contrainte, finalement, cette réduction budgétaire pour tout le monde et sur lequel les pays et PETR sont peut-être les premiers impactés dans nos collectivités territoriales, et bien d'en faire une opportunité pour pas seulement effectivement soutenir et reconnaître leurs valeurs et les appuyer sur leurs projets prioritaires, mais aussi réinventer ensemble
les modèles socio-économiques de demain. Et là, on a vraiment une vision systémique de la région Grand Est. On a la chance de cheminer ensemble depuis 2012 maintenant, donc on voit bien à quel point vous avez été très en avance sur, dès le départ, se dire cette question de l'équilibre de la maison, hein, de comment est-ce que, eh bien, on peut inventer ensemble régions, pays, PETR, acteurs nationaux, acteurs locaux, infralocaux, finalement cette architecture de financement, de modèles économiques qui peut réellement soutenir. Donc, vraiment, je ne peux qu'inviter, parce que bien évidemment, le parcours expérientiel hybridé sur le modèle socio-économique territorial n'est que la partie émergée de l'iceberg de tout ce qu'on fait ensemble et du parcours qui a commencé en juin dernier et qui effectivement nous amènera en moins jusque la post-élection de l'année prochaine à l'été prochain. Et puis on verra finalement sur les 18 mois suivants comment ça se fera par rapport à la nouvelle mandature. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, si on ne commence pas par valoriser la pratique déjà existante, et non pas dire comment on forme sur quelque chose de stéréotypé, comment on valorise la capacité, les compétences des femmes et des hommes déjà à l'œuvre, parce que finalement, tout le monde est déjà en marche dans un modèle socio-économique déjà en transformation. Et donc, prendre conscience que finalement, on a déjà fait une partie du chemin de la transformation de son modèle économique, qu'on est déjà porteur de valeur, eh bien, finalement, c'est ça l'objectif du parcours expérientiel. Je rappelle que ce parcours expérientiel est un outil pédagogique innovant qui a été inventé avec Sciences Po et AgroParisTech. Et vraiment, profitez-en, bénéficiez. Et comme le rappelait Armel, vous ne pouvez rentrer dans ce parcours puisqu'il est 100% comment dirais-je, autonome. Vous pouvez rentrer à quand vous voulez, bien évidemment avant le 4 novembre pour pouvoir vous inscrire à l'atelier de partage de pratique du 4 novembre. Et pour cela, vous allez sur le site Piloter l'innovation sociétale et vous allez sur le parcours expérientiel hybridé sur modèle économique et on vous attend nombreux. Alors, on parle de formation, ça nous amène bien évidemment à un temps magique que les étudiants du master territoire, attractivité et création de l'ETUA de l'université d'Angers co-organise à Saumur. Vous êtes 28, mais vous êtes 2 pour représenter votre promo de M2, Justine Meilleral et Gabin Briscard. La parole est à vous. Vous avez mis en mouvement le corps et les corps des Saumuroises et Saumurois samedi. Ça s'est passé comment et quels sont les témoignages que vous souhaitez nous rendre suite à ce très beau temps annuel? Eh bien, bonjour déjà à toutes et à tous, et merci à Armel de Roton et Charles Benoît de nous inviter à ce 51e webinaire. Eh bien, vous avez déjà fait les présentations, et pour l'étendard, donc c'est un festival culturel qui se passe à Saumur tous les ans, toute la 3e semaine d'octobre. Et donc, ça s'est très, très bien passé pour la 5e édition qui s'est déroulée la semaine dernière, le samedi 11 octobre, de 15h30 à 23h dans le centre-ville historique de Saumur. Et donc, c'est qui réalise ça? C'est nous, notre master direction de projet culturel à l'Estua, donc localisé à Saumur. Et donc, c'est réalisé tous les ans par une nouvelle promotion de la 2e année de ce master. Et donc, nous, ça fait 1 an qu'on bosse dessus, donc de novembre 2024 à depuis la semaine dernière. Et voilà. Et du coup, donc l'étendard, c'est quoi en quelques mots? Donc déjà, c'est un festival à dimension étudiante et formatrice, donc exclusivement de A à Z réalisé par des étudiants, comme Gabin vient de le dire. C'est aussi donc toujours un caractère artistique et culturel. En fait, chaque année, on a carte blanche sur le thème que l'on donne au festival et sur les objectifs qu'on veut lui donner, mais ça reste toujours dans une dimension artistique et culturelle pour le territoire de Saumur, parce que ce festival, il prend part en octobre, à la base, par une initiative du maire de Saumur qui voulait, comme commande, un festival qui prenne part sur le territoire à une période où les événements ne sont plus présents. Au mois d'octobre, la programmation est terminée, donc
il a fait appel donc à des étudiants qui étaient à la base en master à Angers et qui ensuite se sont déplacés donc à Saumur pour la bonne réalisation du festival et pour être plus ancrés avec les partenaires locaux. Et c'est aussi donc un événement qui se veut rassembleur et festif, donc avec les Saumurois et les Saumuroises, et enfin qui est singulier. Donc de fait, vu qu'on a une carte blanche sur la thématique, on peut vraiment venir, comment dire, interloquer les spectateurs. En tout cas, le maire nous donne aussi la liberté et on a une grande chance d'avoir ce lien avec la municipalité, de pouvoir faire un événement qui sort de l'ordinaire, qui vient surprendre aussi les passants. Et donc cette année, pour l'édition 5, tu veux peut-être parler plus précisément. Donc pour cette 5e édition, c'était sur le thème Corps en mouvement, parce que l'année dernière, pour la 4e édition, c'était Saumur Rêve et s'éveille. Et nous, suite à cette édition, on a voulu faire une transition et de réveiller tout Saumur, de réveiller les corps et de les mettre en mouvement, que les Saumurois et Saumuroises soient en mouvement, soient spectateurs de ce festival. Et en réalisant donc un festival culturel, et là plus axé sur un festival d'art de rue, en proposant du cirque, de la danse, et en finissant le soir par 3 concerts, donc de la musique. Et donc voilà, et donc l'étendard cette année c'était la 5e édition, et donc pour cette 5e édition on voulait 5 objectifs assez marqueurs, donc affirmer l'identité du festival. Donc maintenant, puisque c'est la 5e année, on voulait vraiment qu'elle s'ancre dans le territoire. Aussi comme autre objectif, c'était vraiment surprendre, rassembler et animer Saumur, donc comme ce que je disais, que les Saumurois et Saumuroises soient acteurs, diversifier l'offre artistique saumuroise. La programmation artistique qu'on a choisie, ce sont que des compagnies qui sont locales, qui viennent du territoire aux alentours de Saumur, sauf une en exception qui venait de Toulouse. Comme autre objectif, c'était vraiment encourager l'échange entre artistes et public, et enfin de développer de nouveaux partenariats. Et donc, samedi, on a donc accueilli 8 représentations, comme le disait Gabin, et aussi des actions de médiation, parce qu'on avait donc plusieurs dynamiques. En tout, on avait 8 pôles dans notre organisation interne, et on pouvait tous s'impliquer dans un ou plusieurs pôles, et on avait donc une dynamique médiation. Pour rester dans la thématique du mouvement, on préférait appeler nos pôles dynamiques. Et donc, il y a eu différentes actions portées à destination de différents publics, comme un public senior, donc en maison de retraite, mais aussi un public scolaire et aussi un public éloigné plutôt de la culture, donc au sein de quartiers prioritaires de la ville. Voilà. Et on a accueilli, on s'attendait à avoir une estimation 1500 personnes, ce qui a été un objectif largement répondu. On était limite surpris, et c'est ce qu'on disait comme bon problème, c'est qu'on a eu plus de monde que ce qu'on attendait. Donc, on était hyper heureux et ravis, et on a su tout de même s'adapter à la situation, parce que vu qu'on avait on a fait comme choix de faire un festival 100% sur des places publiques, on savait que il fallait aussi s'adapter à l'environnement autour, donc les bars, les commerces, etc. Et finalement, tout s'est bien passé, tout a pu être bien coordonné, et donc on était très, très heureux. Et du coup, comme retour, déjà, on peut dire que c'était une expérience d'1 an, du coup, pour nous, très, très formatrice. On a pu travailler main dans la main à 28, donc avec une organisation interne qui a été très efficace, parce qu'on avait des coordinateurs qui vraiment étaient essentiels. C'était vraiment nos piliers pour s'organiser à 28, puisque c'est vrai qu'on pourrait se dire que ça fait beaucoup de personnes, mais chacun a pu en fait trouver son rôle dans cette organisation. Sachant qu'en plus, on a comme appui les Master 1 qui viennent d'arriver, qui sont directement intégrés dans l'organisation de l'édition. Donc, on avait avec nous déjà 30 bénévoles. Plus, on travaille aussi toujours dans cette volonté de mobiliser les étudiants avec les licences 1 qui sont en art et patrimoine, qui ont aussi été nos bénévoles. Donc, en tout, on était 150 personnes dans l'organisation. Et donc, c'était vraiment super pour mener à bien l'événement. Chacun a pu trouver son rôle. Et chacun a été surtout indispensable à la bonne réalisation de l'événement. Et c'est ce qu'on a répété à tout le monde, c'est qu'on a tous été utiles, on a tous été des maillons pour que ça se passe très bien, parce que finalement, on n'a eu aucune galère, tout s'est bien passé. Et pour la suite, tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Et pour l'année prochaine, donc, ce serait la nouvelle promo, donc ceux qui sont en M1 et l'année prochaine en M2, qui vont prendre le flambeau
Donc, ce sera la 6e édition, une nouvelle édition, une nouvelle équipe, de nouvelles idées, et donc un nouveau projet, donc un nouveau l'étendard. Exactement. Donc, on est attentif à de suivre aussi leur travail pour l'année prochaine. L'année dernière était l'art du sport avec les Jeux Olympiques et aujourd'hui vous avez fait l'art de la culture et encore une fois se nourrir c'est aussi savoir finalement rencontrer les autres et vraiment un immense bravo parce que chaque année vous savez réinventer et chaque promotion c'est à la fois capitaliser ce que les promotions précédentes ont fait et se réinventer et réinventer ce festival, réinventer Saumur. L'année dernière, le maire était venu en pyjama pour rêver. Je ne sais pas comment il s'est mis en mouvement cette année, mais en tous les cas, il joue le jeu et la confiance que vous créez est vraiment l'élément déterminant. Et c'est pour ça qu'avec Armel, on voulait vous laisser la parole. D'ailleurs, on recommande à toutes celles et ceux qui sont intéressés par l'étendard d'aller ne serait-ce que lire l'article que vous aviez publié la semaine dernière dans les jeudis de l'EDD17, hein, puisque vous aviez collectivement rédigé un article qui a été publié dans l'actualité de la semaine dernière. Et vraiment un grand merci, un grand bravo, parce que effectivement, si nos invités précédents nous ont expliqué comment nourrir nos corps durablement, vous avez expliqué comment nourrir l'esprit durablement et nous mettre en mouvement. Paris réussi, une année de plus. Bravo à tous les deux et surtout, allez bien porter aux 26 autres parce que je sais que vous devriez être en cours là maintenant et que vous avez, pour être avec nous, allez porter aux 26 autres nos immenses remerciements pour ce témoignage réellement passionnant. Alors, la prochaine escale, eh bien, elle est dans cet état d'esprit et elle sera, j'allais presque dire, un moment très fort aussi, puisque nous serons le jeudi 20 novembre pour notre 52e webinaire en direct du Salon des maires. Alors, l'AMF n'a pas choisi finalement, en fonction du cycle impact et trajectoire socio-économique au service du bien commun, le thème, mais ça aurait pu, puisque vous savez que le Salon des maires cette année, c'est le meilleur en commun, dans un contexte très particulier, puisque nous préparons tous les municipales 2026, et tout le monde sait que la démocratie, elle commence par les territoires, et elle est d'abord une démocratie territoriale avant d'être une démocratie nationale. Et donc, bien évidemment, être en direct du Salon des maires, nous restituerons l'étude tendance et fragilité économique à cette occasion. L'ANPP Territoire de Projet proposera son 5e Vadémécum sur la question des récits de territoire. Le réseau des catalyseurs territoriaux fera un Vadémécum sur l'articulation des ingénieries territoriales. Donc l'Observatoire aura cette étude. Le jeudi, le Juris Association sur les coopérations territoriales sera conclu par une magnifique tribune du président de la Fondation des territoires. Ne manquez pas réellement ce prochain rendez-vous. Ne manquez pas le Salon des maires et si vous pouvez être à Paris entre le 18 et le 20 novembre, soyez-y parce que le meilleur en commun, c'est avec et aux côtés de nos élus locaux. Justine et Gabin nous ont rappelé que c'est l'intuition d'un maire qui a voulu mettre en mouvement en plaçant les jeunes au cœur de leur territoire. Je crois qu'effectivement, qu'il s'agisse de l'agriculture en commun ou de la culture en commun, en tous les cas, nous avons démontré encore une fois à l'occasion de ce webinaire que nos territoires étaient en dynamique, qu'ils mettent nos corps au mouvement, que ce soit nos corps physiques, que ce soit nos corps sociaux, que sont nos organisations publiques et privées, ou que ce soit nos corps d'intérêt général que constituent les territoires, lieux d'incarnation de l'intérêt général à portée de main. Merci à toutes et tous pour votre passionnant témoignage. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés en direct et ceux qui nous réécouteront en replay parce qu'ils sont nombreux. C'était une joie d'être avec vous pour ce 51e webinaire et rendez-vous le 20 novembre pour le 52e. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.